Hey, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Spéciale pour un jour spécial, un jour de commémoration, un jour d'hommage pour cette catastrophe de Furiani en 1992. Pour ceux qui l'ont vécu, qui n'hésitent pas à partager, s'ils ont envie de partager un petit peu leurs souffrances ou leurs souvenirs qu'ils ont eu à cette période-là et qu'ils ont peut-être encore, qu'ils ressentent encore. Moi, je vais vous donner mon petit ressenti, mon petit vécu de cette soirée-là et des jours qui ont suivi. Alors, j'étais chez moi, donc j'allais m'asseoir devant mon petit canapé, devant ma petite table basse, devant chez mes parents. Et il s'est passé, quand il y a eu la prise d'antenne, ce que vous savez tous, avec le fracas des tribunes qui tombent et tout s'affoler. Donc, mon père qui enlève la chaîne. Je ne savais pas ce qui se passait. À l'époque, j'avais que 10 ans. Voilà, donc j'ai essayé de savoir, mais j'ai pas pu savoir le soir même. J'ai suivi un petit peu l'actualité en regardant de temps en temps la télé et j'ai vu que c'était quand même assez grave ce qui s'était passé. Voilà, donc un moment difficile quand même à vivre. J'étais pas directement sur place. D'ailleurs, je donne du gros soutien à toutes les personnes qui sont touchées par cela, toutes les victimes, que ce soit les victimes directes ou les victimes indirectes avec les blessures sur longue durée et sur petite durée, tout ce qui a été aussi touché psychologiquement. Voilà, donc il y a eu plus de 2000 blessés, si je me souviens bien, alors, je ne veux pas me tromper, mais je ne vais pas dire combien de décès, mais je crois que c'est entre 15 et 20, si je ne me trompe pas. Les amis, donc aujourd'hui, il n'y aura pas de football. Donc place à l'humain, voilà, comme je l'ai mis dans le titre. D'abord l'humain, voilà. Comme je vous le dis à chaque fois, je parle beaucoup d'humain quand je parle de football. Je ne veux pas parler de tout ce qui est religion, politique, tout ce qui est violence dans le football, parce qu'il y en a beaucoup de violence dans le football. Et ça m'énerve. À chaque fois que je vois qu'il se passe des choses violentes, eh ben, je préfère ne pas m'attarder dessus. Voilà, peut-être je bafouille, je dis n'importe quoi, mais je préfère mettre des hauts là. Et j'ai déjà fait une pause après le match face à Lyon, pour ce qui s'est passé face à Lyon. J'avais fait une pause, ça m'avait tellement énervé que je voulais encore continuer dessus, mais c'était contre-productif. Donc pour cette histoire-là, ça n'a rien à voir avec le côté humain des supporters, même si, bon, ils sont en cause parce que ils n'ont pas su se calmer quand on les a avertis. Mais c'est surtout des personnes qui ont été avides de pouvoir, avides d'argent, parce que c'était une question d'argent à la base. On voulait avoir plus de supporters pour avoir plus d'argent avec toutes les personnes concernées qui traînaient du côté du club de Bastia, de la préfecture. Je ne vais pas citer les personnes, et certaines qui ont été condamnées. Donc toutes ces personnes-là ont été avides de pouvoir, d'argent. Voilà, des personnes arrivistes, voilà, qui veulent faire et arriver à leur objectif par n'importe quelle manière, quitte à écraser les autres personnes, quitte à ne pas vraiment gérer les choses comme il le faut. Voilà, donc il y a eu des contrôles techniques de ces travaux-là qu'il y a eu pendant ce match-là où il y avait eu des travaux sur les tribunes. Ces contrôles techniques avaient été révélés mauvais avant la rencontre, une semaine avant. Cela dit, c'est pas grave, on a quand même joué le match. Voilà, nous on le savait pas. Voilà, les Olympiens, les équipes pro ne le savaient pas. Mais derrière, il y a des personnes qui le savaient et je trouve ça très grave. C'est ces personnes-là qui devraient payer. Voilà, donc, mais je ne vais pas parler de ceux qui doivent payer puisqu'on est déjà à 32 ans déjà de ce drame. Et je tenais à rendre un hommage à toutes ces personnes-là. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous ressentez de ce drame. Allez, on va maintenant parler un petit peu de choses plus légères. Voilà, c'était une introduction pour un hommage et on y va tout de suite. Alors commençons par une belle chose pour s'alléger un petit peu, c'est Diego Costa, l'ancien attaquant de Chelsea, de l'Atlético Madrid, le Brésilien, qui face aux inondations qui sont passées du côté du Brésil, il a pris les choses en main avec 4 de ses amis pour sauver des vies. Il a été en jet ski, évacuer des familles bloquées par des inondations. Donc ça, c'est un bon geste, on peut l'applaudir. Voilà, pour s'alléger un petit peu l'esprit et partir tout doucement sur les informations concernant le football, le vrai. Maintenant, passons à autre chose et passons à notre Olympique de Marseille.
Du côté de RMC, ils nous disent que l'entourage de Frank McCourt affirme le total soutien de l'actionnaire, donc de Frank McCourt, envers Pablo Longoria, sans même attendre un éventuel bilan sportif de fin de saison. La position de Pablo n'a jamais été remise en cause et son lien, ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global, est resté fort depuis le départ. Il n'y a aucun sujet à ce niveau-là, la confiance est totale, les liens permanents ancrés vers et pour le club. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une entente cordiale, voilà, une entente toutes les semaines, ils ont une petite réunion visio et ça se passe bien depuis maintenant 3 ans entre Pablo Longoria et le clan de McCourt. Il a son total soutien et derrière il y a encore écrit un petit message que je vais vous ouvrir. Il est juste là, bam. Longoria se dit en privé revigoré et plein de vitalité. La complicité et les bonnes idées de Benassia à ses côtés ont beaucoup compté dans ce regain d'énergie. La confiance affichée par McCourt l'a définitivement rassuré et il est déterminé à poursuivre son éventuel présidentiel. Comme je vous l'avais parlé, quand je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier et dans le live autour de la boucherie, eh ben, il est conforté à sa place. Maintenant, il va avoir les coups des franches pour cet été, s'il reste bien sûr, n'oublions pas. Il a Benassia qui l'apprécie, qui lui donne des conseils et qui lui a redonné un regain de force. Voilà, avec le dossier Dessier qui posait problème parce que ça a essayé de prendre sa place plus ou moins de ce qu'on comprenait. Maintenant, ils vont travailler cet été et on espère qu'ils travailleront bien. Il y a des joueurs à changer, il y a des joueurs à aller chercher, il y a un coach surtout à aller chercher et j'espère que cette fois, il ne se trompera pas. Je parle au conditionnel, bien sûr, s'il reste, hein, si Pablo Longoria reste, parce que c'est pas encore sûr. Hein. Là, c'est les médias, l'équipe, RMC, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas sûrs. Il n'y a que Pablo Longoria, Frank McCourt qui sont au courant de la chose et peut-être même pas Pablo Longoria encore, je ne sais pas. Voilà, il n'y a que Frank McCourt qui est au tout courant de ce qu'il va faire cet été. C'est peut-être de la communication, comme je vous l'ai dit. Et on enchaîne derrière avec quoi? Avec justement le choix du coach. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais Fonseca, je vous l'avais dit dernièrement, c'est le premier choix de l'Olympique de Marseille. L'OM a fait une offre importante pour attirer Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais réfléchit encore pour son avenir. Le Milan AC est aussi une possibilité selon Di Marzio. Alors, je vais ouvrir l'article de Di Marzio et il y aura une petite précision sur ce dossier-là et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez le choix de Fonseca? Alors j'ai mis en jaune ce qui était intéressant, donc je relis la même chose pratiquement. Paulo Fonseca reste également en lice concernant l'AC Milan. L'ancien joueur de la Roma a reçu une offre importante de Marseille, mais pour le moment il réfléchit encore à son avenir et pourrait attendre Milan. Donc en gros on comprend plus ou moins que Fonseca attend plus l'AC Milan que l'OM. Mais après, l'offre est importante. Alors, c'est un petit peu contradictoire cette information. Je lis la suite. Fonseca reste une option et est apprécié par la direction des Rossoneri. Également parce que les retours en provenance de Lille sont très positifs. Un club avec lequel Milan entretient de bonnes relations. Ça aussi, c'est peut-être problématique pour l'OM parce qu'il y aurait peut-être Lille qui a l'AC Milan qui a un temps d'avance par rapport à leur entretien, les relations qu'ils entretiennent avec le club de Lille. Ils ont vendu, je crois, le portugais, comment il s'appelle, Leao. Et je ne sais pas s'ils ont eu d'autres choses entre eux. N'hésitez pas à me dire. Je crois qu'il y a eu le défenseur aussi, central. Simon Kjær. Voilà pour le dossier de Fonseca. Pour ma part, moi, je serais satisfait s'il venait, ce coach-là. Ça parlait aussi de Conceição, mais plus pour l'AC Milan dans cet article-là de Di Marzio. Donc, pour Fonseca, moi, je dirais oui. Je vous l'ai déjà dit, je dirais oui. Avec un 4-2-3-1 qui mettra en place, c'est plus ou moins son système de jeu de base. Même si on s'en fout du système de jeu de base, c'est l'animation qui compte. C'est comment le coach voit la philosophie de jeu qu'on veut mettre en place. Un marquage individuel, un marquage en zone, tout ce que vous voulez. Un jeu offensif, un jeu dans l'attente, comme avec Marcelino, en contre, pourquoi pas. Je ne sais pas pour l'instant. Fonseca n'est pas là. Et de ce qu'on voit du côté de Lille, moi je trouve ça plaisant. Voilà, ça c'est ma vision. Je ne sais pas si vous le plaisez, si ça vous plaît. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je termine avec Paulo Fonseca. Précision sur la piste de Paulo Fonseca sur la Minute OM. Dans le prolongement de l'information délivrée par Di Marzio, nous vous confirmons que l'OM maintient un intérêt très fort pour Paulo Fonseca. Cependant, le coach portugais souhaite disputer la Ligue des Champions l'an prochain. C'est ce que je vous avais dit, hein. Ça c'était un avis personnel. Après peut-être que c'est un avis personnel de la Minute OM, c'est peut-être même pas une information. Mais moi je pense que il est arrivé à un seuil, à un niveau, je parle de Paulo Fonseca, il est passé par la Roma, il est maintenant à Lille.
à un niveau où soit il part en Angleterre pour avoir plus d'argent, plus de moyens, pour avoir des garanties financières et garanties sportives pour construire un effectif, soit il voudrait peut-être avoir un club qui joue la Ligue des Champions, que ce soit l'AC Milan qui sera en Ligue des Champions ou l'OM, il faut qu'il gagne l'Europa League. L'optimiste sera de mise uniquement en cas de victoire d'Europa League, nous dit Lamine Toem, et c'est ce que je pense. À mon avis, Fonseca, c'est en cas de victoire d'Europa League. Pour l'instant, nous sommes à 2 matchs. On est à 1 partout au match aller au Vélodrome face à l'Atalanta. Espérons qu'on gagne le retour. Et on continue, donc on termine avec Paulo Fonseca. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et donnez-moi une idée de coach. Ça fait longtemps que je ne vous pose pas trop de questions pour des joueurs, des coachs. Donnez-moi un coach que vous aimeriez voir à l'OM. Parlez-moi pas trop de Zidane. Je vous parle de hors-vente. Hors-vente OM avec un coach de cette envergure-là. Peut-être un Franck Hez, peut-être un Conceição, même si Conceição, il semble plus partir pour l'AC Milan. Ou d'autres de coachs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et de proposez-moi. Allez, maintenant on passe sur ça, donc c'est le plus gros dossier du jour avec l'intro. Longoria, Papin et Basile Boli présents à Furiani pour les commémorations aujourd'hui, donc pour la catastrophe de Furiani. Voilà, donc vous voyez les tribunes qui étaient construites assez vite, en 2 semaines. Ils ont rajouté, je crois que c'était 10 000 places, un truc comme ça. Voilà, donc ils ont voulu rajouter des places pour avoir plus d'argent, pour vraiment marquer le coup, que ce soit la préfecture ou les personnalités bastiaises. Et malheureusement, ils n'ont pas pris soin de mettre tout ça en conformité, point de vue sécurité. Il y avait eu des contrôles qui n'avaient pas été faits ou qui avaient été faits et qui avaient été normalement négatifs. Et ben c'est pas grave. On a fait des faux papiers pour vraiment que le match se déroule alors que les tribunes étaient chancelantes. Il y avait des boulons qui étaient desserrés, il y avait des plaques de bois qui traînaient sous les échafaudages. C'était carrément, voilà, c'était obligé qu'il arrive quelque chose à un moment donné. C'était peut-être pas ce match-là parce qu'ils ont regardé la tribune, mais peut-être un autre match. Voilà, donc c'était vraiment fautif pour beaucoup de personnes. Mais on va pas parler des fautifs et on part sur autre chose, les amis. On part sur du bonheur avec l'Olympique de Marseille, les Minots, qui se sont qualifiés hier. Vous l'avez vu peut-être sur YouTube. 2-0 contre le Stade Rémois. Et ils vont se qualifier pour la finale. Voilà, ils vont se qualifier pour la finale, qui tenteront de remporter depuis 25 ans. Voilà, ils l'ont pas remporté. Non, 35 ans. 79, ça fait combien? 45 ans? 79, c'est 45. Depuis 45 ans, l'OM n'a pas remporté la Gambardella. Et ils en ont remporté qu'une, puisque c'est en 1979. Donc, après 45 années, est-ce que l'OM va réussir à gagner cette Coupe de Gambardella? Alors, le match se déroulera, comme c'est marqué là, le 25 mai, en levée de rideau de la Coupe de France, de la finale de Coupe de France, Paris, Puput et Lyon. Donc il y aura Nancy face à l'Olympique de Marseille. Les buts ont été marqués par Sternal, le deuxième, et le premier par Le Pironec. Bah justement, je vais vous montrer les buts. Voilà, regardez, je vous mets la lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bim. Alors ça, c'est le but de Pironec. Regardez la frappe à l'entrée de la surface. Le numéro 6, là, il va recevoir le ballon. Bim! Belle frappe à la Rongier. Non, une belle frappe à la Asni Lounaï, pourquoi pas. Allez, voilà, le Pironec qui marque un joli but en dehors de la surface. Et je vous montre le deuxième, magnifique but en tout cas. Le deuxième but de Sternal qui est plus ou moins joli aussi, mais qui est dans un autre style. Un style qu'on peut reconnaître de Sternal, un dribbleur, fin dribbleur, et une frappe en lucarne à la fin. Regardez-le, vous le voyez en haut là, il va dribbler un joueur, il va rentrer dans la surface. Il va avoir un contre favorable plutôt. Il va le dribbler là. Voilà maintenant. Il va accélérer. Il va rentrer sur le côté gauche. Et la frappe de l'autre côté. Petit filet. Magnifique d'Enzo Sternal. La future pépite. Allez, on continue avec justement pour les jeunes. Vous avez entendu que Benassia était intéressé de plus en plus des jeunes. Et c'est tout à fait le cas puisqu'il était du côté du match face à Reims. Mehdi Benassia qui accorde une grande importance au développement du centre de formation. Et Ali Zarak, chargé de la cellule de recrutement, était présent à Reims pour la qualification des Minots pour la finale de la Coupe Gambardella. Benassia, il a parlé d'un projet de 3 à 5 ans. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets la vidéo ici en i, ou vers là, pour la vidéo du centre de formation. Ceux qui sont intéressés pour savoir comment ça se passe dans le centre de formation, pour savoir quelle idée on met dans la philosophie de jeu, peut-être d'idées sur comment on va les former ces jeunes, surtout sur le mental, n'hésitez pas. Consultez la vidéo que je vous ai mis là dans le i. Ça concerne le centre de formation. Donc le 3 à 5 ans entre Pablo Longoria et Benassia, ça correspond au centre de formation avec Marco Otero. D'ailleurs, à noter que Marco Otero allait peut-être être dans le dur avec
Tessier s'il arrivait au pouvoir. Parce que Tessier, il voulait peut-être un petit peu changer un petit peu ce mode de fonctionnement du centre de formation. Voilà. Donc il y avait ça aussi qui posait problème, point de vue Longoria et point de vue Tessier. Donc je revenais au point de vue de Tessier. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du centre de formation. Et donnez-moi un avis sur la vidéo que je vous ai mis juste ici. Allez, j'enchaîne avec... qu'est-ce que c'est maintenant? Bah justement, les minots de l'époque. C'était en 1979, le sacre de Gambardella. L'exemple à suivre pour les minots en Gambardella. La vieille photo en noir et blanc. Voilà, ça date, hein, c'est comme la Ligue des Champions. C'est comme... D'ailleurs, aujourd'hui... Nous sommes le 5 mai, je crois que c'est aujourd'hui que l'OM a été champion pour la dernière fois, en 2010 si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me dire, je crois que c'est aujourd'hui. Voilà, j'ai pas regardé les infos, mais il me semble que c'est aujourd'hui. L'Olympique de Marseille qui gagne pour la dernière fois, il y a 14 ans, voilà, donc son dernier titre de Liga contre le Stade Rennais. Allez, je continue. Allez, on va parler de sacre. Non, on va parler de la flamme olympique. Colette Collado. Ouais, parce que bref. Colette Cataldo sera porteuse de la flamme olympique pour la ville de Marseille. Vous la voyez là avec le fumigène au-dessus de Bernard Tapie en effigie. Donc elle va porter la flamme olympique après Valentin Rogier, après je ne sais plus qui c'est qui l'a porté. Je crois que Jean-Pierre Papin la porte. Je ne sais plus, mais en tout cas, je crois qu'il y a d'autres personnalités qui la portent. Voilà, donc Cataldo devrait porter la flamme olympique. N'hésitez pas à réagir. C'est une fervente supportrice de l'Olympique de Marseille. Allez, une petite touche de mercato pour George Mikotadze. Ah mince, je l'ai coupé l'image, c'est pas grave. George Mikotadze, l'attaquant du FC Metz. Il a des stats assez impressionnantes là. Depuis 18 rencontres, il a été décisif sur 12 matchs sur 18. Vous voyez ses stats, donc il a marqué un but contre l'OM, on s'en souvient, c'était au match aller avec l'erreur de Paul Lopez. Une passe décisive contre Rennes, vous descendez, un but contre Clermont, une passe décisive contre Lorient, un but contre Lyonnaise. Un but et une passe décisive contre Nantes, un but contre Clermont, 2 buts, un doublé contre Brest et contre Lens, un but contre Le Havre, un but contre Lille et un but et une passe décisive contre Rennes pour son dernier match. Il a été exclu en plus. Il a été exclu un petit peu sévèrement, je vais dire, contre Rennes, même si ça compte pas dans le scénario du match, puisque c'était déjà terminé, 96e, je crois qu'il se fait exclure, mais il n'y avait pas de carton rouge à lui donner. Voilà pour Mikotadze, qui serait suivi par l'Olympique de Marseille, selon certains insiders, médias, je ne sais pas comment on les appelle sur Twitter, mais voilà, on va dire, selon certains, il est suivi, même depuis un moment, on le savait, parce que je crois que l'équipe en avait parlé, il me semble. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Mikotadze, est-ce que ça vous plairait pour l'année prochaine ? Moi, je sais pas trop. On a vu que du côté de l'Ajax, il s'est pas imposé. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu sa chance? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans un club avec un niveau plus huppé, il n'a pas réussi. Donc, j'attendrai de voir avant de m'enflammer. Oh, Mikotadze, il marque des buts en Ligue 1. Ouais, mais bon, c'est à Metz, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je veux qu'on passe des caps, hein, c'est pour ça. Hein. Moi, vous me trouvez peut-être trop sévère, Mikotadze, mais je veux qu'on passe des caps. Si c'est pour prendre encore des joueurs de Ligue 1 qui vont faire peut-être quelques chances en Ligue 1, mais qu'en Coupe d'Europe, ils seront bidons. Non, moi, je veux des joueurs qui soient au très haut niveau. Aubameyang a été au très haut niveau cette année. Bon, là, il n'a pas marqué contre l'Atalanta, mais il nous a rendu de fiers services. Et je veux un joueur de ce calibre-là. Peut-être pas au même salaire, peut-être pas au même niveau standing qu'il avait eu dans son passé. Mais un joueur de ce calibre-là qui peut jouer en Ligue des Champions, qui soit pas ridicule. Parce que des fois, on prend des joueurs comme ça, très bons en Ligue 1. Ils arrivent en Ligue des Champions, le caca culotte. Vous voyez ce que je veux dire? Caca culotte directement. On en a eu des joueurs comme ça. Et j'ai pas envie de les avoir à l'OM. Voilà, parce que les Thauvin, et on s'en souvient, Thauvin en Ligue des Champions, c'était pas sa panacée non plus. Hein. Voilà, et je vais pas en citer d'autres. Allez, je continue. J'ai parlé de Thauvin, désolé, mais c'est comme ça. Allez, on continue avec un autre joueur qui n'est pas efficace. Lui, c'est Amin Harit. Par contre, comme je vous le cite à chaque fois, dans les courses progressives avec le ballon, quand il contrôle son ballon, qu'il se retourne, sa conduite de balle, son contrôle ici et là, ses courses avec le ballon, eh ben, il fait partie des meilleurs joueurs. Vous le voyez là avec 75. 75, ça correspond à peut-être en pourcentage, c'est quoi, mètres peut-être par match. Voilà, il est juste 3e du championnat derrière Ryan Cherki et Julien Ponceau, le Lorientais. Je ne savais pas qu'il était aussi bon avec le ballon, le Julien Ponceau, mais derrière, il n'est pas assez efficace. Alors, là-dedans, c'est pas marqué l'efficacité. Vous voyez par exemple que c'est passes progressives et courses progressives, ça n'a rien à voir. Parce que dans les passes progressives, ça peut être un joueur qui joue plus bas. Comme vous pouvez le voir, un TJ Savanier, c'est un peu plus bas. Cacré, c'est un peu plus bas. Lesmelou, ça peut être un peu plus bas qu'Harit. Vous voyez tous les joueurs qui sont à côté, mis à part Sotoka.
C'est pas des attaquants. Bourigeaud, on va dire aussi, c'est presque un attaquant. Mais mis à part Bourigeaud et Sotoka, c'est des joueurs offensifs. Les autres, c'est plus ou moins bas sur le terrain par rapport à un Amin Harit. Voilà, il faut le prendre comme ça aussi. Donc Amin Harit, c'est un joueur qui a de la qualité pour éliminer, pour garder le ballon, pour faire des courses progressives. Mais derrière, il faut qu'il trouve vraiment le geste juste au bon moment. Voilà, le geste juste au bon moment. Il l'a fait face à l'Atalanta. Malheureusement, Aubameyang ne l'a pas mis au fond. Mais il faut qu'il le répète sans cesse. Il faut qu'il le répète sans cesse sur 3, 4, 5 occasions. On va dire 5 occasions. Il faut que sur 5 occasions, il ait 3 bons choix. Voilà, qu'il soit dans le positif. Pas 2 bons choix ou voire 1 bon choix. Voilà, donc ça, c'est pour Amin Harit. Voilà, j'appuie encore un petit peu dessus. J'aimerais qu'il perce un peu la bulle, Amin Harit. On le sent que c'est un joueur qui, s'il réussit à percer ce domaine-là de l'efficacité du réalisme offensif, ça serait un joueur énorme. Voilà, bon après, il serait plus chez nous peut-être. Voilà, donc pour Amin Harit, encore une petite pique, même si c'est gentil, hein, c'est plutôt sympa. On va terminer maintenant avec 2 choses. Donc une côté positif, avec Jonathan Klaus, qui a répondu du côté de JDD, Journal du Dimanche. C'est la saison la plus dure et la plus passionnante à la fois. Les changements de coach, les résultats qui ne suivent pas, forcément, c'est dur à vivre. C'est magnifique, mais c'est magnifique. C'est un magnifique défi que de s'adapter et d'être performant dans ce contexte. Ce qui veut dire, c'est qu'il recherche ça, peut-être, cette pression-là, d'être au très haut niveau, d'atteindre des niveaux comme la demi-finale d'Europa League. Voilà, c'est un très haut niveau, quoi qu'on en pense. Et il attendait ça et ça lui procure du plaisir. C'est un magnifique défi, comme il dit. Un magnifique défi que de s'adapter et d'être performant dans ce contexte. Avec de la pression des supporters, avec un club qui est clivant, comme je vous l'ai déjà dit. Donc l'OM, c'est compliqué. Mais apparemment, Jonathan Klaus, il trouve ça magnifique. Voilà, il trouve ça magnifique. Et ben malheureusement, peut-être qu'il ne trouvera pas ça magnifique l'année prochaine parce qu'il ne sera plus là. Avec Balerdi, avec Mbemba, avec... Allez, on va arrêter avec le mercato. On en parlera mieux cet été, hein, je vous l'ai dit. C'est juste des petites piques de temps en temps. Là, Mikotadze, Klaus, je ne vais pas en parler. Mais voilà, donc si on peut parler du mercato, on en fera des vidéos bientôt cet été. Si je suis encore là, les amis, petit like, petit abonnement comme d'habitude. Allez, je continue et je termine même avec cette tête de Huc, voilà. Alors les deux même, je veux dire. Mais Emmanuel Macron, je ne peux plus me le sentir. Et là, il nous répond, Emmanuel Macron donne son pronostic pour l'Atalanta OM jeudi en Europa League du côté de la Provence. Quel beau match en perspective. Victoire de l'OM, 3-1. Voilà, j'espère qu'il ne portera pas la guigne. N'oublions pas, je l'avais dit pour la vidéo précédente, ou celle d'avant, j'espère que cette fois, il ne nous portera pas la guigne pour le retour. Parce que bon, vu comme il gère le pays... Je ne ferai pas confiance à ces pronostics, à ce loustic-là. Voilà les amis. Je termine sur cela. Je ne vais pas être plus vulgaire que ça sur le côté politique parce que ce n'est pas le sujet de ma chaîne. Et je vous l'ai déjà dit, sinon ça sera trop compliqué à gérer les choses. Que ce soit politique, religion et tout ce qu'il y a en ce moment avec ce climat... qui est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué à subir hein, ce qui se passe dans le monde actuellement. Les guerres... la gérance ou l'ingérence, je ne sais pas comment le dire, mais du pays ou de l'Europe. On n'en a peut-être pas voulu de l'Europe, mais on nous l'a imposé, et ci et là. Mais je ne vais pas partir dans cela, parce que sinon je vais vous donner mes avis sur beaucoup de choses, et ça va être compliqué de gérer les choses. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez de bons moments en famille. Et n'hésitez pas, tiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez au petit matin, au petit déj. Et ce que vous mangez à midi, tiens. Ce que vous mangez à midi aussi, ça me ferait plaisir. Moi, je vais me faire un petit barbecue. Alors, peut-être ce soir, peut-être à midi, je ne sais pas. Voilà, j'ai acheté ce qu'il faut à la boucherie hier. Si vous voulez voir, c'était sur le live d'hier. Mais je vais me faire un petit plaisir. Demain, je vais me défoncer le ventre. Vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, on reviendra bien sûr, on reviendra pour le match OM-Atalanta. Pour l'instant, on est à quelques jours, il nous reste lundi, mardi, mercredi et jeudi pour en parler. Et surtout, j'ai oublié de parler du classement. Ah, j'ai oublié de parler du classement les amis. J'ai oublié de parler du classement de Ligue 1, je suis désolé. Donc l'OM qui est désormais 8e, voilà, ils sont fait doubler par Rennes. Mais il y a un match en retard par rapport à Rennes. On devrait doubler Rennes en cas de victoire lors du prochain match contre Lorient, si je ne me trompe pas. Voilà donc où on en est. On est à 5 points désormais des Lensois en cas de victoire. Non, 4 points des Lensois, pardon. Si on gagne... Non, 5 points, pardon, des Lensois. Si on gagne, on revient à 2 points. Voilà, je ne vais pas vous montrer le classement, mais je vous l'ai dit là directement. Vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, allez l'OM!